Aujourd'hui, dimanche 6 août, j'aimerais faire un point sur la présence de candidats DEC-VAE de différents horizons qui ont eu le livret 1. Ça, c'est déjà une première chose. C'est-à-dire qu'on vous a admis comme recevable pour être candidat au DEC-VAE. C'est déjà une grande satisfaction pour les uns et les autres d'avoir eu ce livret 1. Vous savez que, comme moi, la recevabilité n'est pas forcément marquée par la reconnaissance de votre cursus académique. Ce n'est pas ça le plus important. C'est la richesse, j'ai bien dit, ce n'est pas le nombre d'expériences, c'est la richesse de vos expériences. Et ne l'oublions pas, la notoriété du cabinet ou de l'entreprise dans laquelle vous êtes qui peut apporter un élément plus déterminant. Mais, vous le savez, dans notre groupe actuel, nous avons des amis qui ont une très riche expérience, mais qui n'ont même pas la totalité du DCG. Il y en a même une amie qui n'a même pas le niveau du DCG, qui a un niveau, je dirais, de BEC, c'est-à-dire un niveau de bac professionnel, même pas l'équivalent en gros. Ce qui laisse apparaître un grand écart entre ceux qui ont des masters, ceux qui ont eu le DSCG, etc. Alors, moi, je pose la question de manière précise aux candidats d'abord et au jury du DEC. Est-ce normal de se concentrer sur les questions au niveau du programme de l'UV1, l'UV2, l'UV3? N'est-il pas opportun pour mes amis membres du jury DEC-VAE que, compte tenu du livret 1 du candidat dans lequel vous voyez apparaître ses cursus académiques, de pouvoir le tester sur l'aspect de la gestion financière, sur l'aspect de la comptabilité de gestion et sur l'aspect, à mes yeux, également du système d'information. Ce sont des questions qui ont été évoquées lors de la préparation de nos amis qui ont eu le DSCG, qui ont eu le master lié à l'audit et en compagnie de tous ces masters dits professionnels qui donnent une connaissance importante de tout le profil que doit avoir un expert comptable. Donc, moi, c'est pourquoi, avec mes candidats, j'ai décidé de leur présenter un certain nombre de fiches techniques sur à la fois l'aspect finance, avec les techniques, par exemple, comment évaluer une entreprise, comment faire un tableau de financement, quel est l'intérêt de faire le BTA, quel est l'intérêt de l'EBE dans une entreprise, quel est l'intérêt de pouvoir calculer l'ETE, l'excédent de trésorerie d'exploitation. Il faut quand même que nos candidats puissent démontrer qu'ils ont des connaissances solides en finance, car la finance est un domaine praticable permanent par les experts comptables de 2023. Surtout que la notion de conseil, la plupart des exposés que nous avons entendus ce matin nous parlent d'experts conseils et développent beaucoup d'arguments pour élargir la notion de conseil. La loi Pacte et la loi Macron ont fait des ouvertures juridiques pour cette reconnaissance de conseils supplémentaires. On leur a affecté de nouvelles missions, mais encore faut-il que les ressources de ces professionnels soient suffisantes. Ressources à travers la qualité de son personnel, mais ressources à travers sa propre formation pour ceux qui veulent devenir experts comptables. Donc, je voudrais aborder maintenant le problème, justement, de l'intérêt de la comptabilité de gestion, c'est-à-dire de bien revenir sur les principales techniques que nous connaissons en comptabilité analytique. Les principales techniques, de manière simpliste et théorique, c'est coût complet, coût variable
et coût rationnel, mais si nous abordons les travaux des 20 dernières années, nous avons en comptabilité de gestion la partie des méthodes que vous avez apprises avec vos différents cours de comptabilité de gestion ou contrôle de gestion. C'est la méthode ABC, c'est la méthode coût-cible et bien d'autres méthodes que vous avez utilisées et qui sont des méthodes qu'on pratique dans les grandes entreprises. Et j'avoue franchement que je suis un peu inquiet de la frilosité des cabinets comptables en France pour mettre en place la comptabilité analytique digne de ce nom pour aider à pérenniser. D'ailleurs, les remarques du Conseil national ces dernières années, ça a été de dire, chers confrères, ne regardez plus simplement le passé de l'entreprise, ne vous contentez pas de faire de la comptabilité historique, mais faites aussi du prévisionnel de plus en plus, car demain, on aura de plus en plus de prévisionnel, et grâce à la facturation électronique, grâce à la digitalisation, on va se consacrer, on va gagner beaucoup de temps pour la tenue comptable. On va gagner un temps fou. Donc, il faut que le temps gagné soit réparti sur d'autres propositions de conseil et la mise en place d'une comptabilité de gestion me paraît un très bel atout, aussi bien pour les entreprises privées que pour nos entreprises publiques avec lesquelles les instances nationales flirtent de plus en plus pour montrer tous les apports que les commissaires et les experts comptables peuvent apporter. Donc, cette comptabilité de gestion, c'est la comptabilité du détail, tandis que la comptabilité générale, c'est la comptabilité du global. Je vous dis une chose intéressante. Prenons un exemple d'entreprise que je viens de vous dire qui a 3 produits. En compta général, on vous donne le résultat global de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le global. Tandis qu'en comptabilité de gestion, on va connaître le résultat du produit A, du produit B et du produit C. Grâce au marketing que vous allez accompagner le client, on peut, et grâce aussi aux études de marché, aux potentialités du marché, on va pouvoir orienter davantage nos entreprises. Donc, pérenniser les entreprises, faire du budget prévisionnel, faire des tableaux de bord, faire tous ces éléments. Budget, quand on dit budget, il est forcément prévisionnel. Sans s'en rendre compte, on fait que des pléonasmes, on monte en haut. Budget est forcément prévisionnel, parce que le budget, c'est vers l'avenir. Et la notion de budget et surtout de contrôle budgétaire est quelque chose de fondamental. Donc, il y a le contrôle par le tableau de bord, il y a le contrôle budgétaire qui est beaucoup plus macroéconomique. Je dirais que le tableau de bord, c'est plus microéconomique, le contrôle budgétaire, c'est plus macroéconomique. Et il y a des choses que vous devez savoir maîtriser. C'est en particulier, les amis, le problème des systèmes d'information. Vous connaissez comme moi que le système d'information d'une entreprise, c'est quelque chose auquel le cabinet comptable, à travers ses fonctions d'expert ou des fonctions de commissaire aux comptes, ne peut pas ignorer. L'UV5 du DSCG est très détaillé au niveau de son référentiel. Elle oblige donc à maîtriser l'ensemble des systèmes d'information. C'est la circulation de l'information dans l'entreprise. Éviter les redondances, éviter les coûts cachés, éviter les pertes de temps, comme dirait l'autre. Et ça, c'est le rôle d'un expert comptable. Derrière ces systèmes d'information se cache la grande notion qu'on appelle le contrôle interne, qui est la responsabilité du dirigeant, mais c'est aussi avec l'aide de son expert comptable. Le commissaire aux comptes n'a pas à s'immiscer dans la confection du contrôle interne, mais il peut en critiquer son insuffisance. Ça, c'est évident. Donc, ne confondons pas le rôle de l'expert comptable au niveau des systèmes d'information et contrôle interne avec la mission de l'expert comptable. Et vous savez, pour terminer, que l'UV6, c'est l'UV qui demande que le candidat soit au courant en économie des principaux éléments et soit informé, bien sûr, de maîtriser la langue, une langue étrangère, en majorité l'anglais. En deuxième position, on trouve l'espagnol. Et en troisième position, on trouve l'allemand. Et en quatrième position, l'arabe, la langue arabe. Tout ça est forcément intéressant pour des candidats. Mais l'économie, c'est quoi?
L'économie, c'est l'étude des mécanismes économiques. Comment mesurer la production? Comment créer de la monnaie? Aujourd'hui, nous avons un système dit monétaire qui est basé sur le fiduciaire, c'est-à-dire sur la confiance. Il y a un système monétaire international qui, voici quelques années, avait un rôle plus important, car tout était racheté à l'or. Mais il y a eu une décision aux États-Unis qui a tout bousculé ce système monétaire basé sur l'or, c'est ce qu'on a appelé le Nixon Rule. Nixon étant celui qui était président avec quelques éclats, je dirais, d'inconstance aux États-Unis pendant un certain nombre d'années. Eh bien, ça a éclaté et ce système monétaire laisse apparaître aujourd'hui une surveillance de l'ensemble des monnaies, mais n'a plus la même, je dirais, précision, et le mot relié à l'or est passé aux oubliettes. Donc aujourd'hui, on a des références. Nous, l'Europe a consolidé, puisque vous avez vu comme moi que depuis que l'euro existe, on n'a pas eu des dévalorisations, des dévaluations de la monnaie comme nous l'avons connu avant les années, entre les années 1981 et 2000, on a connu plusieurs dévaluations du franc pour permettre de relancer notre exportation, ce qui a malheureusement été négligeable. Alors, il y a des choses que vous devez connaître, c'est-à-dire que le jour d'un examen de DEC-VAE, si on teste votre expérience, on doit connaître plusieurs choses. On doit savoir ce que c'est que l'inflation. L'inflation se caractérise par la hausse des prix, qui est l'élément que tout le monde connaît, mais qui se caractérise par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez définir ce qu'on appelle la stagflation. La stagflation, c'est une récession de produits qu'on fabrique moins, donc il y a une baisse de travail, et qui est aussi occasionnée en même temps par une hausse des prix, c'est ce qu'on appelle la stagflation. Ensuite, il y a des choses que vous devez savoir mesurer. C'est le produit intérieur brut et, je dirais, le produit national brut. Ça veut dire quoi? Le produit intérieur brut, c'est toute la somme des valeurs ajoutées de toutes les personnes qui sont sur un territoire français. Tandis que le produit national brut, c'est toutes les valeurs ajoutées des personnes françaises ou assimilées françaises sur des territoires français. Alors, le PIB est une référence impressionnante aujourd'hui pour mesurer l'endettement de la France. Alors, il y a trois choses que je vous demande d'avoir le jour de votre exposé avec vous. C'est le PIB de la France en 2023, c'est le déficit budgétaire de la France en 2023 et c'est l'endettement de la France en 2023. Et faire le rapport entre ces trois grandeurs. Je ne vais pas me lancer dans des chiffres et je préfère que vous puissiez en quelques minutes vérifier à travers Internet ces trois éléments forts qui sont des éléments de macroéconomie qui doivent être connus par tous les candidats experts comptables. Car ces trois éléments forts déterminent l'équilibre économique. Vous savez que la France est dans une Union européenne qui connaît quelques perturbations, mais qui a été amenée à respecter un accord qu'on appelle l'accord de Maastricht, qui limitait le déficit en France et le déficit des pays européens à 60% du PIB. Vous savez comme moi que malheureusement, la pandémie, et quoi qu'il en coûte, a coûté cher à notre pays et sommes aujourd'hui plus autour de 120% du PIB que de 60%. Donc, nous n'avons pas respecté, nous ne sommes pas les seuls, je vous rassure, hein, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, l'Italie,
ont dépassé également les 60%. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine fragilité, et ça, c'est hyper important. Alors après, il y a une notion en économie que vous devez maîtriser, c'est la notion de croissance économique. La croissance économique, ça se mesure en pourcentage, c'est vrai, mais comment on peut la mesurer de manière simpliste pour quelqu'un? Prenons un exemple, le nombre de vélos. Si le nombre de vélos était de 4 millions en France en 2021 et qui était 5 millions en France en 2022, la croissance est de, bien sûr, là, vous avez remarqué, c'est 25%. Voilà. Mais la croissance en France tourne autour de maximum 3% depuis plusieurs années. Cette année, malgré que la pandémie a fait casser la croissance, on devrait remonter, mais on remonte difficilement. Et vous savez qu'il y a des choses simples à connaître, que 1% en France, ça donne 150 000 emplois en général supplémentaires. Alors, bien sûr, le gouvernement français n'arrête pas de dire que le chômage baisse, ça c'est très important, c'est une réalité, mais il faut savoir définir différents styles de chômage. Vous savez qu'en France, on parle de plein emploi quand on a 5% de personnes qui n'ont pas d'emploi. Mais on distingue plusieurs types de chômage. On distingue le chômage structurel, qui est un chômage long et dur, qui découvre que malheureusement, il y a inadaptation entre l'enseignement des formations professionnelles et les besoins des entreprises. On manque de plombiers, on manque de terrassiers. C'est pour ça que l'immigration a été une porte de secours qui a permis de faire venir, au moment des mines dans le Nord-Pas-de-Calais, je prends mon exemple, on a fait venir nos amis marocains, algériens, tunisiens pour avoir de la main-d'œuvre, et ça a été les appels à l'immigration. Beaucoup de personnes, et tant mieux, se sont bien intégrées dans notre pays, et leurs enfants sont devenus à la binationalité, où on choisit purement et simplement la nationalité française, et ne se font pas remarquer comme malheureusement certaines brebis galeuses, quand dans toute population il y a des brebis galeuses, mais le grave problème, c'est de faire une généralité. Mais ça n'empêche pas que l'immigration a permis de pouvoir faire face au chômage structurel. Après, il y a ce qu'on appelle le chômage conjoncturel, qui est dû, par exemple, à une baisse de demande de produits militaires. Il est évident que le secteur va diminuer de fabrication. On a vu ça avec les navires. On a eu donc des chômages conjoncturels dus à une mauvaise période économique. Donc tout ça fait partie des politiques que l'on peut mettre en œuvre, mais je vous rassure, je n'ai pas la possibilité de vous donner des moyens extraordinaires de lutter contre le chômage, parce que moi je prends l'exemple d'un monsieur que j'admirais quand j'étais étudiant. J'ai bossé tout seul, mais j'ai bossé à fond les 2 livres de Raymond Barthes dans la collection Thémis. Je les ai lus moins 10 fois dans ma vie, entre 1965 et aujourd'hui. Je les ai lus 10 fois. Et là, j'étais fou quand j'avais eu au CAPET un concours pour être prof. J'avais eu un sujet sur comment combattre l'inflation. Eh bien, écoutez, comme je connaissais le livre de Raymond Barre, il avait fait 5-6 pages sur comment lutter contre l'inflation. J'avais repris exactement dans ma tête tout ce que j'avais retenu, puisque j'avais fait des fiches. Mais bien sûr, au CAPET, on n'avait pas le droit à la documentation comme vous avez le droit pour le DEC traditionnel. Donc, on n'avait pas de documentation, mais j'avais fait une belle composition sur ce sujet qui m'avait été posé en 1970. Alors, je reviens maintenant sur ce que j'ai en train de dire. Oui, M. Raymond Barre a été Premier ministre. Figurez-vous que tout en étant un monsieur que tout le monde écoutait au niveau de la lutte contre l'inflation, l'histoire de la France de la Ve République m'amène à dire que M. Raymond Barre est le recordman des premiers ministres français qui ont eu des taux d'inflation qui ont été jusque 18%. Vous imaginez l'incohérence entre ce que disait le politique, le professeur d'université, ô combien apprécié par l'ensemble de la population universitaire,
Et la réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi Francis Tison, qui n'est pas un universitaire pur et dur, se réjouit quelquefois des incohérences entre la théorie et la pratique? Eh bien, Raymond Barre est un exemple le plus évident possible. Et aujourd'hui, vous avez aussi des décisions qui ont été prises par certains hommes politiques de haute pointure qui ont fait ce qu'on appelle l'ENA et qui ont eu quelques dérapages, comme on voit avec M. Juppé à un moment donné, et je dirais M. Chirac, qui ont dérapé au moment où on a voulu, je dirais, lancer des opérations au niveau de blocage de la retraite, etc. Vous avez senti que M. Juppé a donc dû démissionner et nous avons vécu une cohabitation avec M. Jospin. Tout ça pour vous dire qu'il y a une différence entre les gens qui ont appris comment ça devrait se passer et les gens qui ont appris comment ça se passe. Et c'est ça la grande différence entre des gens qui ont une certaine pratique professionnelle et des gens qui ont tout appris dans les livres. Moi, je ne comprends pas, je vous le dis honnêtement, je ne comprends pas qu'il y a des professeurs de comptabilité que j'ai connus dans ma carrière qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise et encore moins dans un cabinet comptable. Comment voulez-vous, les amis, que ces gens-là puissent être de bons conseils? Alors vous allez me dire, mais avec le bachotage au bac G2 ou BTS, on bachote, c'est-à-dire qu'on fait des exercices et on fait des exercices, on arrive à des résultats qui sont corrects, avec un taux de réussite qui fait beaucoup sourire le professeur, mais quand on envoie ces gens-là dans un cabinet comptable, c'est la véritable catastrophe. Et c'est là où je me bats, moi, depuis des années, pour dire que les professeurs en phase terminale d'un diplôme comme le DCG, comme le DSCG, doivent être aussi des praticiens. Parce qu'il y a des techniques pratiques qu'on apprend en cabinet, les logiciels comptables qu'on voit dans les cabinets. Certes, le BTS ou le DCG ont introduit ces notions, mais ça reste théorique pour le gars qui n'a jamais vécu plusieurs mois dans un cabinet comptable. Et moi, je vois la différence quand j'étais expert comptable, qu'on embauchait un DCG ou un BTS, celui qui avait été formé par un professeur à la fois expert comptable et celui qui a été formé par un professeur uniquement théorique. Si vous saviez la période d'adaptation différente entre l'un et l'autre, c'était évident. C'est pour ça, sans me vanter, j'étais l'un des rares à être expert comptable dans mon lycée et j'avais donc les classes DCG à une époque, audit et compta et fiscalité. J'avoue franchement que tous mes gars étaient facilement embauchés parce que sans être un expert comptable à temps plein, j'avais quand même avec Cogesti et De Farcy, les deux cabinets que j'ai fréquentés, que j'ai été associé dans le cabinet, j'avais une grande expérience de tout ce qui se faisait et je pouvais donner à la fois, puisque j'ai vécu des contrôles fiscaux, j'ai assisté à des réunions de forfaits, à l'époque c'était formidable, à des forfaits, parce que le chiffre d'affaires à l'époque, moi c'était génial, je ne comprenais rien du tout à cette époque-là, je me disais mais comment peut-il rester comme ça? On avait des gens qui au forfait BIC, parce que ça n'existe plus depuis très longtemps, il y avait ce qu'on appelle les directs d'un côté et les indirects de l'autre, c'est-à-dire il y avait tout ce qui était fiscalité, revenus, qui était dans un établissement, dans un immeuble, et l'autre était dans un autre immeuble. Et le forfait, c'était évalué de manière forfaitaire le résultat fiscal. Alors, pour arriver à un résultat fiscal, il fallait que le contrôleur ou l'inspecteur révise le chiffre d'affaires en disant, compte tenu du nombre de choses que vous avez consommées, normalement, votre chiffre d'affaires déclaré n'est pas de 50 000 euros, il doit être de 82 000 euros. Je dis n'importe quoi. Ça, c'était l'opinion du direct. On allait du côté des indirects, il faisait la même chose pour savoir si on n'avait pas triché sur la TVA, et il arrivait à un chiffre d'affaires non pas de 82, mais de 77. On avait donc un chiffre d'affaires de 77 d'un côté, de 82. Avouez franchement que c'était rigolo. Et le rôle d'un expert comptable que j'étais à l'époque, c'était discuter avec l'inspecteur. Alors, plus ou moins, vous avez là qui a un rôle
je dirais, de proposer des chiffres et l'autre de contrecarrer. Vous me connaissez un peu, j'avais l'art et la manière de savoir contrecarrer et j'arrivais forcément à faire entériner le chiffre qui avait été déclaré des deux côtés par le cabinet comptable que je représentais. Bon, bref, ça c'était pour vous dire que le fait d'être expert comptable, c'est aussi le fait de savoir communiquer. Et moi, l'expérience que j'ai vécue, pour être à l'aise avec vous dans cette préparation, c'est le fait que j'ai fait beaucoup de conférences. Et grâce à ces conférences que j'ai pu réaliser, je captais l'attention des gens et je sais comment les capter. C'est pour ça que tout ce que je vous ai donné, c'est très important. Alors, pour revenir à mon point de départ, je considère que les jurys VAE doivent ouvrir les questions sur d'autres thèmes que la révision légale. Moi, je suis absolument partisan de revoir l'UV2 du DEC dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Il faut que l'UV2 ne traduise pas uniquement une partie du travail du futur expert qui est devenu minoritaire. Il y a d'autres compétences qui doivent être valorisées par une épreuve, savoir faire un tableau de bord, savoir faire un travail d'analyse précis sur un projet doit être l'objet de ce nouvel examen que j'appellerais l'épreuve, les outils de l'expert comptable. Cette épreuve, au lieu de s'appeler révision légale, elle s'appellerait, pour moi, les outils modernes de l'expert comptable. Et c'est une épreuve qui pourrait avoir lieu avec la documentation comme prévu, mais qui pourrait tester le côté professionnel, le côté, je dirais, créatif, le côté prédictif du candidat. Alors que là, on nous pose des questions sur la révision légale du commissaire, sur des techniques de fusion, etc., qui sont aujourd'hui minoritaires dans notre travail. Et quand on voit tout ce qu'un expert comptable est capable de faire, et n'oubliez pas aussi qu'en dehors des entreprises, nous avons à attaquer des marchés porteurs. Et moi, il y a 3 marchés porteurs. Il y a le marché d'abord des particuliers, où il faut être beaucoup plus convaincant. La plaquette d'un expert comptable sur sa porte ne doit pas intéresser uniquement les chefs d'entreprise. Ça doit intéresser des cadres, des retraités fortunés qui peuvent venir chez nous pour leur déclaration fiscale, qui peuvent venir chez nous pour l'aide à la gestion de patrimoine, qui peuvent venir chez nous pour déterminer une meilleure transmission par les mandats de protection future, et ils peuvent venir chez nous pour faire des plans de trésorerie ou des plans de financement que leur proposent les banquiers avec une analyse extérieure et une analyse indépendante du futur expert comptable ou de l'expert comptable que vous consultez. Deuxième marché, c'est le marché des établissements et des administrations publiques. Bien sûr, nos instances supérieures sont en train de mettre en place une stratégie pour se rapprocher et démontrer tout l'intérêt de nos conseils, de nos apports dans cette administration. Et ensuite, il y a ce dossier qui me paraît important, c'est les dossiers des micro-entrepreneurs. Certains organismes de gestion agréés ont ouvert la porte à ces micro-entrepreneurs. Alors, contrairement à un membre du jury national qui s'est moqué lors d'un entretien du micro-entrepreneur en disant que ça ne servait à rien, c'était des gens qui n'avaient pas besoin de conseils et que l'expert comptable perdait son temps. À ce monsieur qui, lors de sa déclaration 2021, déclarait 47 000 € pour sa SAS, ça m'a fait rigoler quand il disait que les micro-entreprises, ça ne servait à rien et que le candidat pour lequel il avait précisé qu'il n'avait pas eu le temps de lire son mémoire
mais que le titre de son mémoire qui consistait à évoquer le rôle des experts comptables chez les micro-entrepreneurs était totalement hors sujet. Et il a descendu ce garçon, avec bien sûr la complaisance, mais comme ce monsieur parle fort et qui aime bien se faire entendre, il a su convaincre l'autre examinateur et mon candidat avait eu 9 ou 8, je ne m'en souviens plus. Ce candidat était totalement démoralisé, je l'ai repris, on a représenté ce candidat lors de la session suivante en modifiant 2 ou 3 mots, même pas le titre, et il a eu 14. C'est pour vous dire que ce monsieur qui aujourd'hui trône au jury national, pour moi, il n'a pas sa place et je souhaiterais que les gens qui ont décidé de le nommer réfléchissent bien avant de nommer. On ne nomme pas ce que j'appelle des grandes gueules, on nomme des gens compétents. Et malheureusement, ce monsieur, il est plus grande gueule que compétent. Alors, je reviens, s'il vous plaît, à mes attributs lors de ce DEC-VAE. Je veux que vos expériences professionnelles soient vraiment décortiquées à fond avant de passer cette épreuve et que tous les amis qui n'ont pas eu DSCG puissent, avec mon concours, bien appréhender toutes les fiches techniques que j'ai préparées qui intéressent les UV du DSCG. D'abord, je vous ai fait un examen rapide de chaque UV du DSCG, mais j'ai fait aussi des fiches techniques sur la comptabilité de gestion, sur la finance, sur les systèmes d'information, et que grâce à tous ces fiches techniques, que les candidats qui se présentent au DEC-VAE sans avoir la preuve que leur cursus académique leur a permis d'affronter ce genre d'épreuve puissent se consacrer en plus à ces fiches techniques et démontrer que vous êtes compétent sur ces fiches. Voilà, les amis, rapidement mais sûrement, ce que je voulais vous apporter ce matin. Je tenais à vous remercier de votre écoute, si vous avez pu écouter jusque la fin, et vous dire combien je suis ravi de participer depuis 3 ans à la préparation de cette épreuve ô combien importante du DEC-VAE. Et je vous dirais objectivement que si je devais embaucher une personne, ce n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai toujours privilégié, moi, les gens qui ont fait l'alternance. J'ai toujours privilégié l'embauche de DSCG qui ont fait l'alternance ou des DCG ou BTS qui ont fait l'alternance. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus vite efficaces. Ça, c'est évident. D'ailleurs, en faisant des entretiens pour les licences professionnelles à l'IUT de Béthune et pour les buts qu'on appelle les nouvelles formations BUT des DUT en 3 ans et sur les DUT proprement dit, on avait 2 groupes quand on faisait les entretiens. Le groupe qui faisait l'enseignement traditionnel et après, l'après-midi, on avait les gens qui faisaient l'alternance. Écoutez, sans parti pris, tous les amis qui ont travaillé plusieurs années avec moi, qui n'étaient pas forcément les mêmes, on avait tous la même conclusion. Les alternants étaient nettement meilleurs à travers toutes les questions qu'on posait. Eh bien, pour le DEC, je vous dirais honnêtement, il y a des exceptions bien sûr, que à travers mon expérience de 3 ans, à travers tout ce que j'ai vécu avec le DEC-VAE, je vous dirais avec ma plus grande sincérité que si aujourd'hui je devais embaucher quelqu'un, je l'embaucherais à la condition numéro 1, si j'ai un choix à faire entre le DEC traditionnel et le DEC diplômé par la VAE, je vous le dis honnêtement, mais je ne me cache pas, je choisirais le DEC VAE. Pourquoi? Parce que je suis plus, je dirais, intéressé par la compétence que par les connaissances. Parce que j'ai eu trop de déboires avec des gens que j'ai fait embaucher, que je n'ai pas embauché, mais que j'ai fait embaucher par Cogestis, par exemple, qui avaient 3 doctorats.
Hein, et il se vantait d'avoir fait un doctorat avec M. Fabius, dans la même promotion. Bon, ben, c'était quelque chose que j'ai voulu faire plaisir à une personne qui avait son neveu, qui était justement ce monsieur, qui avait vraiment des compétences dans le domaine juridique qui étaient impressionnantes, mais qui nous a fait tellement de dégâts qu'un an après, il était licencié et nous avons dû faire appel à notre RCP, notre responsabilité professionnelle, pour pouvoir faire face aux dégâts. Donc tout ça m'amène à dire que les diplômes, c'est bien, mais la compétence, c'est mieux. Et en conséquence, à travers cette dernière idée, je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous voulez me retrouver et rentrer dans mon groupe pour l'exposé du DEC, pour les soutenances du mémoire, où là, j'avoue que j'ai une certaine expérience, eh bien, comptez sur moi. Vous savez que mon courriel, c'est francis.tison@outlook.fr et que mon numéro WhatsApp, c'est 33 6 80 30 97 64. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans les semaines à venir, de bien vous préparer et d'être en grande forme pour les examens VAE, DEC, DSCG et examens traditionnels du DEC, sachant que plus vous êtes en ressources fortes, plus vous avez cette motivation et plus vous avez, grâce au conseil aussi de mon épouse, maîtrisé votre présence le jour de l'examen par une plus grande maîtrise de votre, je dirais, de votre angoisse, eh bien, vous serez à l'aise et grâce à l'ensemble des connaissances par les fiches techniques, vous serez plus qu'à l'aise pour convaincre et déterminer la réussite à votre DEC ou à votre DSCG. Sur ce, bonne journée et bonne période de révision et de préparation pour cette fin d'année 2023.